Voici une mère célibataire qui élève seule son enfant, la première femme adjointe au chef de la police de l'histoire locale, et c'est aussi une meurtrière rusée et habile à dissimuler. Deux images totalement opposées, mais qui se confondent dans cette affaire. Et derrière cette affaire, la vérité prétendue est-elle vraiment la vérité? L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui a suscité une grande controverse aux États-Unis et a même été qualifiée d'affaire sans fin. Dans cette affaire, toutes les preuves pointent clairement vers le coupable, mais après y avoir réfléchi plus attentivement, on découvre qu'elle cache des mystères. Il est évident que, malgré les mêmes preuves, le tribunal peut rendre deux verdicts totalement différents. Finalement, est-elle une meurtrière sans cœur ou une victime sacrifiée dans une affaire minutieusement planifiée? Que s'est-il passé cette année-là? Quelle est la vérité finale? Vous regardez la chaîne des affaires criminelles réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus intrigantes. Comme d'habitude, avant de commencer à décoder les mystères de la vidéo d'aujourd'hui, laissez un like et abonnez-vous pour nous soutenir. Et maintenant, remontons le temps jusqu'en 2000 pour examiner les détails de cette affaire qui s'est déroulée dans l'État de Géorgie, situé dans le sud-est des États-Unis. Bien que sa superficie ne soit pas très grande, c'est le 4e État à avoir rejoint les États-Unis. Le siège social de la célèbre entreprise Coca-Cola se trouve ici. En Géorgie, il y a un comté appelé Oglethorpe, d'une superficie de 1140 km². Cet endroit est couvert de forêts denses, avec des terres fertiles et une agriculture assez développée. Beaucoup de gens vivent de l'agriculture. L'histoire que nous allons raconter s'est passée ici. Banton est un homme de 38 ans, grand et robuste. Il pèse jusqu'à 113 kg. Il est passionné de musculation et a été un culturiste célèbre dans la région. Chez lui, des équipements de musculation sont dispersés partout. Cependant, la musculation n'est qu'un de ses passe-temps. Son travail principal est soudeur, et il possède une petite boutique à lui. Aux États-Unis, les travaux manuels comme celui-ci sont assez bien rémunérés. Bien qu'il gagne pas mal d'argent grâce à cela, il reste très pauvre car il a investi tous ses revenus dans un autre passe-temps, élever des oiseaux. De plus, il aime élever des perroquets rares. Au début, il n'y en avait pas beaucoup, mais avec la reproduction continue des perroquets, il en possède maintenant près d'une centaine. Banton prend grand soin de ses perroquets. Bien qu'il ait une apparence imposante, il est très méticuleux lorsqu'il s'agit de s'occuper de ses petits animaux. Malheureusement, cette méticulosité n'est pas reconnue par sa femme, qui l'a quitté en lui laissant un enfant. Peut-être à cause de l'apparence de Banton, qui intimide de nombreuses femmes, sa vie sentimentale après le divorce n'a pas été très heureuse. Banton ne s'en soucie pas. Quand il a du temps libre, il reste à la maison pour faire de la musculation ou jouer avec ses perroquets. Ce passe-temps ne lui laisse pas l'occasion de rencontrer des femmes. Cette situation inquiète beaucoup sa vieille mère. Mais comme le dit un proverbe, quand le destin frappe à la porte, on ne peut pas l'arrêter. En septembre, il a fait la connaissance d'une adjointe au chef de la police du comté, nommée J. Frost, âgée de 35 ans. Elle a également traversé un mariage raté et est devenue une mère célibataire élevant seule sa fille adolescente. J est une femme forte et déterminée, qui aime les défis et ne recule jamais. Elle est devenue la première femme de l'histoire du comté à occuper le poste d'adjointe au chef de la police, et c'est aussi une femme exceptionnelle. Sa stature n'est pas petite non plus. Ses passe-temps ne ressemblent pas à ceux des femmes ordinaires, elle aime conduire des motos, monter à cheval, chasser et faire de la musculation. Une femme comme elle a créé une réaction chimique particulière avec cet homme passionné de musculation, et naturellement, ils sont devenus amoureux. À l'époque, il a même dit avec enthousiasme à sa mère, « Maman, je suis amoureux ». La mère de Banton, Madame Caron, était très heureuse de cette nouvelle. Elle appréciait également Tracy. La mère de Tracy soutenait également leur relation. Ils semblaient être un couple fait par le ciel, mais après être tombés amoureux, ils ont rencontré des tempêtes incessantes. Ce jour-là, Banton n'est pas apparu de la journée. Ses amis proches ne l'ont pas vu non plus. Parfois, Banton partait camper ou faire une croisière et disparaissait pendant quelques jours, donc ses amis ne s'en sont pas trop inquiétés. Mais au fil des jours, Banton n'est toujours pas réapparu. Il semble que le problème soit devenu sérieux. La première personne à sentir que quelque chose n'allait pas était un voisin de Banton, car récemment, les perroquets qu'il élevait criaient de manière très intense. De plus, le voisin n'avait pas vu Banton depuis près de 2 semaines.
Il est donc allé voir les perroquets et a découvert qu'ils n'avaient même pas de nourriture. Plus d'une dizaine de perroquets étaient morts de faim. Cette situation n'était pas normale du tout. D'après ce que savait le voisin, même lorsque Banton devait sortir, il laissait toujours suffisamment d'eau et de nourriture pour ses perroquets. Inquiet, ce voisin bienveillant a signalé la disparition de Banton à la police, disant qu'il était probablement arrivé quelque chose de mal à Banton. Après avoir reçu le signalement, la police s'est rapidement rendue chez Banton et a découvert qu'en effet, 13 perroquets étaient morts. Après avoir nourri les perroquets restants, la police a commencé à chercher Banton. Tracy, en tant que petite amie de Banton, ne pouvait évidemment pas éviter d'être interrogée par la police. Tracy a dit qu'elle et Banton s'étaient disputés et avaient rompu depuis longtemps, et qu'elle n'avait pas vu Banton depuis longtemps. La dernière fois qu'elle avait entendu la voix de Banton, c'était le 6 juin, lorsqu'il l'avait appelée, mais elle n'avait pas répondu. L'appel avait été transféré vers sa messagerie vocale, et après cela, il n'avait plus eu de contact. À ce moment-là, la police a réalisé que Banton avait disparu depuis longtemps sans que personne ne le sache. Maintenant, il semblait que la situation était grave. Parmi les nombreuses tâches urgentes à accomplir, la priorité était de retrouver Banton rapidement. Mais malgré les recherches intensives de la police, aucune trace de Banton n'a été trouvée. Il semblait avoir disparu sans laisser de traces. Pendant un certain temps, la disparition de Banton est devenue un mystère non résolu dans cette ville. Le 17 juin, la police a finalement trouvé la voiture de Banton. La voiture était garée près de la maison d'un de ses amis, et sur le pare-brise, il y avait un message étrange: « Je dois quitter la ville pendant un certain temps. Je crois que tu peux bien prendre soin de ma voiture. » La police a immédiatement concentré son enquête sur Tracy. Elle était la petite amie de Banton et l'adjointe au chef de la police du comté, ce qui lui donnait toutes les conditions pour commettre un crime. De plus, il était très probable qu'elle ait menti sur le dernier contact avec Banton. La police a vérifié la messagerie vocale de Tracy et a découvert qu'elle avait supprimé un message vocal du 4 juin. Dans ce message, Banton disait à Tracy qu'il allait venir la voir. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle avait supprimé ce message vocal. Ces déclarations comportaient de nombreuses contradictions. Par exemple, elle avait dit qu'elle avait vendu son revolver calibre 22 à un ami avant la mort de Banton, mais ensuite, elle a dit qu'elle l'avait jeté. La police a ensuite trouvé l'arme dans un réservoir près de la maison de Tracy. Après expertise, il s'est avéré que c'était l'arme qui avait coûté la vie à Banton. Le pick-up de Tracy a également été retrouvé avec des traces de béton. La police croit que Tracy a utilisé le béton pour fixer le corps de Banton dans une auge. La police a également découvert que Tracy avait secrètement souscrit une assurance vie de 200 000 $ pour Banton, dont elle était la seule bénéficiaire. Banton ne savait rien de cette assurance. Pour Tracy, 200 000 $ représentaient une somme énorme. Peut-être que c'est pour cet argent d'assurance qu'elle a tué Banton. Au cours de l'enquête, la police a rencontré la famille et les amis de Tracy. Personne ne croyait qu'elle pouvait commettre un crime aussi odieux. Tracy était décrite comme une mère célibataire gentille, aimante et attentionnée envers sa fille. Elle était également une adjointe au chef de la police dévouée, avec de bonnes relations avec ses collègues. Mais certaines personnes pensaient que Tracy avait tendance à être contrôlante et très sensible aux critiques. Elle avait également des problèmes financiers et était endettée. Peut-être que c'est à cause de la pression financière qu'elle a commis ce crime. Cependant, le mobile de Tracy reste un mystère. Elle avait un travail stable et pouvait hériter des biens de Banton après sa mort. Pourquoi aurait-elle dû le tuer pour obtenir l'argent de l'assurance? La police soupçonne qu'il pourrait y avoir une autre personne impliquée dans cette affaire. Ils ont enquêté sur les relations de Tracy, mais n'ont trouvé aucun indice. L'affaire s'est progressivement enlisée. Mais heureusement pour la police, au cours de l'enquête, ils ont découvert que la maison de Tracy contenait un fusil de chasse calibre 22, et que les blessures par balle sur le corps de Banton correspondaient à ce calibre. De plus, des résidus de ciment similaires à ceux trouvés sur l'auge ont été retrouvés sur la voiture de Banton. Sur les arbres près de l'auge, il y avait des égratignures légères, très similaires à celles sur le pick-up de Tracy. Avec ces indices, la police a pu déterminer que Tracy était très probablement la meurtrière qui avait tué Banton. Parce que ces preuves étaient trop claires, on pourrait dire qu'elles étaient parfaites. Ensuite, Tracy a été arrêtée et accusée de meurtre prémédité et de destruction de preuves.
Si ces accusations étaient confirmées, Tracy risquait la prison à perpétuité. Mais le processus judiciaire n'était même pas à moitié terminé, ce qui montre que les choses n'étaient pas si simples. Lors du procès, face à ces preuves, Tracy a protesté avec véhémence, disant qu'il s'agissait d'un complot. « Je suis complètement piégé par le véritable meurtrier. » Tracy a expliqué qu'en tant qu'ancienne adjointe au chef de la police, elle avait étudié de nombreuses affaires criminelles et connaissait très bien les méthodes d'enquête de la police. « Si j'avais commis ce crime, comment aurais-je pu être assez stupide pour laisser l'arme du crime chez moi? Comment aurais-je pu placer l'auge dans un endroit aussi visible? Et comment aurais-je pu laisser des preuves aussi évidentes, comme le ciment sur l'auge ou les rideaux de douche? J'aurais habilement détruit toutes les preuves et enterré l'auge dans un endroit isolé. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de forêts autour d'ici. Cacher l'arme du crime aurait été très facile. Mais maintenant, ces preuves sont si faciles à trouver. Seul un idiot aurait agi ainsi. Maintenant, tous les indices pointent directement vers moi. Cela montre qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire. » En un instant, les preuves trouvées chez elle semblaient encore plus suspectes. Oh, c'est très logique. Rappelons-nous certains détails de cette affaire. Par exemple, l'arme du crime. Bien que l'arme qui a tué Banton soit un calibre 22, la police n'a pas pu déterminer que le fusil calibre 22 trouvé chez Tracy était l'arme du crime. La police sait seulement que le fusil calibre 22 de Tracy pourrait être l'une des armes qui ont tué Banton. De plus, si Tracy avait vraiment utilisé le fusil chez elle pour tuer Banton, serait-elle assez stupide pour laisser l'arme chez elle en attendant que la police vienne l'enquêter? Un autre exemple est le message trouvé sur la voiture de Banton. Au début, la police a supposé que l'écriture sur le message était celle du meurtrier, mais après une expertise graphologique, il s'est avéré que ce n'était pas l'écriture de Tracy. De plus, il y avait des traces de sang trouvées sur la porte de Banton. Au début, la police a également supposé qu'elles appartenaient au meurtrier, mais après expertise, ces traces de sang n'étaient pas non plus celles de Tracy. Le dernier point suspect est que Banton était très fort, pesant 113 kg, tandis que Tracy, bien qu'elle aime la musculation, ne mesure que 1,67 m et pèse environ 63 kg. Beaucoup de gens ont probablement déjà vécu cette expérience. Même si une personne ne pèse que 50 kg de plus que vous, il est déjà très difficile de la déplacer si elle est ivre-morte. Souvent, il faut 2 personnes pour la porter. Banton pesait 113 kg. S'il avait été assassiné, comment Tracy aurait-elle pu le déplacer seule? Sans compter que l'auge en métal rempli de béton pesait environ 680 kg. Comment Tracy aurait-elle pu la transporter jusqu'à la ferme? Il semble donc que le véritable meurtrier soit quelqu'un d'autre. Tracy a ensuite ajouté que le mandat de perquisition de sa maison était illégal, violant la Constitution des États-Unis et celle de l'État de Géorgie. Elle a déclaré « Il semble que quelqu'un savait à l'avance qu'il y avait des preuves chez moi, c'est pourquoi il était si confiant pour demander un mandat de perquisition. Il est vrai que j'ai acheté du béton, des rideaux de douche et une auge, mais c'était pour construire une piste de course pour mes chiens. Quelqu'un a volé le béton, l'auge et les rideaux de douche de ma maison, puis a tout fait pour me piéger. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me nuire? Qui pourrait me vouloir autant de mal? » Ensuite, Tracy a soulevé un point de suspicion très important. Elle a expliqué, « Grâce à mes efforts, je suis devenue la première femme adjointe au chef de la police du comté. Chaque jour, je vivais dans un environnement dominé par les hommes. Bien que je fasse le même travail que mes collègues masculins, mon salaire était complètement différent. C'était très injuste. C'est pourquoi je soutenais les droits des femmes, croyant que les femmes devraient être traitées à égalité avec les hommes. Mais cette opinion n'a pas été acceptée. Non seulement mes idées ont été rejetées, mais ce qui m'a fait encore plus souffrir, c'est que les policiers masculins du bureau faisaient souvent des commentaires grossiers et déplacés sur les femmes. Ensuite, il y a même eu des rumeurs disant que j'avais été une danseuse nue avant de devenir policière. Certains ont même prétendu avoir des photos de moi avec 2 hommes. Bien sûr, ce n'était pas vrai, mais que pouvais-je faire? Je devais juste encaisser. Ce harcèlement a continué. Plus tard, j'ai rencontré Banton et je lui ai raconté ses problèmes. Banton était une personne directe. Il m'a suggéré d'enregistrer ses propos, au cas où il pourrait être utile plus tard. Sa suggestion m'a donné une idée.
J'ai donc acheté un mini-enregistreur et, en secret, j'ai enregistré les conversations grossières entre le chef de la police et les autres officiers du poste. Ces enregistrements contenaient des informations compromettantes sur le chef de la police et la majorité des policiers. Quand Banton a su que j'avais ces enregistrements, il a vu une opportunité de s'enrichir. Il m'a conseillé de démissionner, puis d'utiliser les enregistrements comme preuve pour poursuivre le chef de la police et les autres officiers pour harcèlement. Le chef de la police et les autres officiers ne voulaient pas perdre leur emploi, ils choisiraient donc certainement de régler l'affaire à l'amiable. De cette façon, je pourrais obtenir une grosse somme d'argent. J'ai suivi le conseil de Banton. Peut-être que cette action a mis en colère le chef de la police et les officiers en charge de l'affaire. Moins de 4 mois après ma démission en tant qu'adjointe au chef de la police et mon dépôt de plainte pour harcèlement contre le chef de la police, Banton a été assassiné et je suis devenue la principale suspecte. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? C'est donc un complot minutieusement planifié, visant à protéger les scandales de la police tout en éliminant une menace potentielle. Sur la base des indices fournis par Tracy, le tribunal a trouvé son argumentation très logique et a décidé de rejuger l'affaire. On peut dire que Tracy a remporté une grande victoire lors de ce procès. Cependant, la suite de l'affaire a pris un nouveau tournant à 180 degrés. Lors du deuxième procès, les preuves étaient les mêmes, mais la police a présenté de meilleures déductions et le verdict final était complètement différent. La police, grâce à son enquête, a découvert que la relation entre Tracy et Banton n'était pas aussi harmonieuse qu'elle le prétendait. Tracy était une femme forte, facilement irritable, et elle voulait même posséder Banton complètement. Lorsque Banton sortait, elle devenait jalouse. Ils se sont souvent disputés dans leur vie quotidienne, allant même jusqu'à en venir aux mains. La police a également trouvé 2 notes écrites par Tracy. La première disait « Si tu oses me quitter, je te tuerai ». La seconde disait « Si tu continues comme ça, je ne serai plus gentille ». Ces 2 notes montrent le tempérament colérique de Tracy. La police a également découvert une vidéo enregistrée par Banton pour son fils. Dans la vidéo, il semblait faire ses adieux, disant « Je filme cette vidéo pour mon fils, au cas où il m'arriverait quelque chose, pour qu'il ait au moins un souvenir de moi. » La police a supposé que Banton avait peut-être anticipé que vivre avec Tracy pourrait mal tourner. Une autre hypothèse suggère que Banton était un informateur de la police et qu'il savait qu'il était en danger, c'est pourquoi il a enregistré cette vidéo. Cependant, la police n'a pas confirmé que Banton était un informateur. Concernant certains points suspects précédents, la police a présenté de nouvelles déductions. Au moment des faits, Banton se reposait sur le canapé et Tracy l'a soudainement attaqué. Ensuite, elle a utilisé un rideau de douche pour envelopper le corps, l'a roulé sur le sol jusqu'à la porte arrière. La force nécessaire pour rouler le corps n'était pas trop importante et Tracy pouvait parfaitement le faire. Après avoir tout préparé, elle a conduit son pick-up jusqu'à la porte arrière. Comme la maison avait un sous-sol partiel, la hauteur du sol était égale à celle du pick-up, ce qui rendait facile le chargement du corps dans l'auge. Ensuite, elle a scellé l'auge avec du béton. Il ne restait plus qu'à attendre quelques heures que le béton durcisse un peu, puis à conduire jusqu'à la ferme. Là, elle a habilement utilisé une corde, attachée à une extrémité à une pierre et à l'autre extrémité à 2 grands arbres de chaque côté de l'auge. En conduisant simplement, l'auge est tombée d'elle-même, sans qu'il soit nécessaire de la soulever. Cette théorie a été prouvée par les résidus de béton sur le pick-up ainsi que les égratignures sur le véhicule et les arbres. Quant au message trouvé sur la voiture de Banton, le ruban adhésif utilisé était un type spécial, apparemment le même que celui que Tracy utilisait lorsqu'elle était policière. Bien que l'écriture sur le message ne soit pas celle de Tracy, la police a suggéré que c'était parce qu'elle portait des gants en caoutchouc, ce qui aurait altéré son écriture. Après 10 ans de prison, Tracy n'a pas abandonné ses efforts pour faire rouvrir l'affaire. En 2015, elle a elle-même joué le rôle d'avocate et a présenté un nouvel indice, demandant un nouveau procès. Selon le procureur Park de la région Nord, c'était le dernier recours de Tracy. Cependant, la Cour suprême de l'État a rejeté la demande d'appel. Le procureur White a déclaré à la presse, « Cette affaire a été jugée et close. Elle a épuisé toutes les voies de recours. » Ainsi, l'affaire de Tracy a été définitivement jugée. Cependant, dans la région, de nombreuses personnes croient encore en son innocence. Sa fille, Alice, continue de croire en sa mère et espère qu'elle pourra un jour rentrer à la maison.
Alice pense que sa mère est trop intelligente pour laisser autant de preuves évidentes. De plus, Benton était très lourd et sa mère n'aurait jamais pu le déplacer et faire tout cela seule. La mère de Benton, qui devrait être la plus en colère, a également déclaré lors d'une interview que le véritable meurtrier était quelqu'un d'autre et que Tracy était innocente. William, l'auteur de 35 livres sur des crimes réels, après avoir enquêté, a également trouvé de nombreux points suspects dans cette affaire. Il pense que Tracy est soit une meurtrière sans cœur, soit une victime sacrifiée dans cette affaire. Si l'on veut connaître la vérité, il faut au moins changer l'équipe d'enquête et remplacer toutes les personnes impliquées dans cette affaire, y compris les policiers.